Bienvenue dans Ecom Lab, le podcast où les entrepreneurs et créateurs racontent leur parcours. Dans ce podcast, ils partagent avec vous leurs expériences, succès, difficultés et l'histoire de leur marque pour vous inspirer dans votre propre aventure de vente en ligne. Aujourd'hui, je reçois Thomas Ebrard qui a fondé Uwine en 2015, un concept que je trouve fascinant. Et Uwine est une plateforme et un e-commerce qui allie investissement et commerce de grands crus grâce à une approche innovante et technologique. Avec un chiffre d'affaires de 12,6 millions d'euros en 2023 et plus de 850 000 bouteilles connectées sous gestion et une présence internationale, l'entreprise offre à ses clients une performance supérieure au marché tout en modernisant l'expérience viticole. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'e-commerce qui est en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs grâce à des optimisations intelligentes. Je vous invite dans ce cas-là à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous. On verra ensemble si je peux vous aider à générer plus de revenus. Thomas, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Paul, bonjour à tous. Merci de ton accueil. Je t'en prie. On va commencer par cette passion que tu as pour le vin. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a débuté? Parce que je suis né dedans, je suis tombé dans la marmite. Moi, je suis né au bord de l'eau à Arcachon, donc la mer est un pilier très très important. J'ai fait beaucoup de voile à haut niveau parce que mon père était un grand régatier et j'ai vécu toute mon enfance au milieu des vignes parce que je suis issu d'une famille de viticulteurs depuis 1832, si on remonte toutes les générations qui sont passées par là. Voilà, mais je me destinais pas à travailler dans le vin parce que je suis ingénieur en aéronautique, je voulais fabriquer des avions et j'ai fait le boulot, j'ai fait des études pour ça. Après, j'ai travaillé dans le conseil et en fait, c'est lorsque j'ai commencé à bosser en tant que consultant que j'ai gagné mes premiers salaires et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, Thomas, si tu mets pas un peu de côté pour te créer ta cave personnelle, tu n'auras jamais de cave. Donc évidemment, j'ai été trop bien, trop mal éduqué suivant le prix, mais trop bien suivant la qualité des produits. Et donc, en fait, je voyais qu'il n'y avait pas d'offre qui correspondait à mon besoin. Et donc, en fait, Wine est né de ce démarrage-là. Donc, voilà, ceux qui ont une cave, vivre des expériences, investir aussi, revendre, partager, créer un patrimoine pour ses enfants, c'est un peu tout ça que j'ai monté. Ok. Et pour l'aspect investissement, est-ce que c'était des choses que tu avais vues un peu en consulting, en mission de consulting ou en école peut-être? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours un peu en toi euh, En fait, déjà, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents et des parents qui se sont toujours créé ce patrimoine cave au-delà de leurs besoins de consommation. Et donc, j'ai hérité de mes grands-parents, donc de caisses de vin sur des grands crus, sur des très vieux millésimes. Et j'ai trouvé que c'était génial quand on se retrouve à 18 ans, 20 ans, 25 ans avec ces vieux millésimes. Ça nous permet de les découvrir, de les partager avec nos amis. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai que les bouteilles se sont grandement valorisées à l'époque dans le temps. Donc l'idée, c'est de me dire comment je peux reconstruire un peu ce modèle-là. D'une part, parce que je considère que se créer une cave est un investissement, même si on boit toutes les bouteilles. On a mobilisé de l'argent, et c'est souvent beaucoup d'argent. On a mobilisé de l'espace, et ça coûte aussi d'avoir cet espace, c'est surtout s'il est externalisé. Et on a ce BFR à financer, parce que évidemment, les bouteilles, l'idée, c'est de les consommer dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, j'ai toujours conçu la cave comme étant un investissement. Il y a même d'autres retours sur investissement que je pense importants. Déjà, c'est le côté éducatif, c'est progresser, être accompagné pour progresser dans son expérience cave. Forcément, ça a de la valeur. Et aussi en termes de productivité, parce que ça demande beaucoup de temps, il y a beaucoup d'enjeux logistiques, c'est compliqué la logistique du vin. Et donc, avoir un service premium qui permet de faire tout ça à sa place, ça permet de se focaliser sur son business et de profiter pleinement des aspects positifs du vin tout en externalisant tout l'aspect gestion, logistique derrière, quoi. Donc ça, c'est une valeur ajoutée aussi. Je pense que ça fait partie des que j'ai voulu mettre en place et qui sont actuellement chez nous. Quand tu étais consultant, tu vivais sur Paris, donc j'imagine dans un dans un appartement, t'avais pas pour stocker tes bouteilles, c'était pas simple quoi.
j'imagine. Voilà, ben, j'avais juste une petite armoire Ouais. que je mets toute petite dans notre cuisine. Une cuisine américaine, hein, je vivais dans un 47 mètres carrés. Et après, on avait notre cave aussi, et donc forcément, évidemment, pas du tout l'espace qui va bien. Et donc, en fait, dès le début, hein, le modèle de Yuan a été d'externaliser ça dans des entrepôts de professionnels. Mm, Donc, l'idée, c'est d'avoir sa cave de garde gérée par Uwine. mm, On se livre automatiquement des bouteilles prêtes à boire suivant son rythme de consommation et aussi ce qu'on aime. Donc, on voit qu'il y a quelques petites subtilités là et qui font qu'il faut avoir beaucoup de digital et des nouvelles technos, mm, notamment le NFT au cœur de notre traçabilité et de l'expérience digitale de UI. Il faut vivre des expériences aussi parce que moi, je considère que le vin, ça ne prend pas dans des bouquins, mais au contact de ceux qui le font. Donc, l'idée, c'est d'aller sur le terrain. mm. Ouais, dans nos années passes, on organisait quasiment un événement par semaine. Donc, c'est des wine tours, c'est des dégustations à Bordeaux, en Bourgogne, en Vallée-du-Rhône, en Italie, voilà, un peu partout parce que là, on fait jouer le moment, l'expérience. Et ça, ça pareil, ça a une valeur importante quoi, pour nos clients. Ouais. Et ok, parce que je suis pas rentré dans les détails de ce que propose Uwine pour les auditeurs. Est-ce que tu pourrais en quelques phrases nous, nous décrire quelle est cette différenciation que propose Uwine par rapport à une approche Nous, on plus... fonctionne sous mandat de gestion enregistré par l'AMF, donc ça mène un cadre sécurisant et protecteur pour nos clients. Et en fait, via ce mandat, on va sélectionner des vins pour le compte de nos clients, acheter pour leur compte. Quand je dis sélectionner, aujourd'hui, on source des vins dans plus de 260 domaines, dans 11 pays différents. Ça représente 1300 vins allocations qu'on a chaque année. Donc voilà, c'est aussi être capable avec un seul partenaire de voyager, découvrir des vins d'un peu partout dans le monde. C'est que des vins qu'on sélectionne pour nos propres consos à nous. Donc il y a une vraie conviction d'aller sur les vins qu'on aime nous, de faire croire à notre instinct et nos goûts personnels. Ensuite, après, on va permettre à nos clients d'acheter en suspension de taxes. On va stocker les vins en suspension de taxes. C'est très important la suspension de taxes parce que ça nous permet d'offrir ce levier qui est aussi tout aussi important chez nous, c'est-à-dire la revente. Et donc à terme, lorsque les vins sont prêts à être consommés, le client il a le choix de se faire livrer les bouteilles. Comme ça, il optimise son espace chez lui parce qu'il n'a que des bouteilles prêtes à boire, suivant son espace disponible et ses besoins de consommation. Nous, le NFC permet de connecter les bouteilles chez nos clients. Et donc, en taguant la bouteille avant l'ouverture, nous, on a l'information des stocks, des flux de nos clients. Et donc, on est capable de leur proposer des réassorts automatisés derrière. Donc, comme ça, ils ont rien à faire. Et ensuite, il y a une partie aussi qui peut être revendue. Donc l'idée, c'est qu'avec les reventes, ils financent toutes ou partie de leur consommation. Mm, Voilà un modèle vertueux qu'on construit pour soi, mais également aussi pour les générations d'après. Parce qu'au bout d'un moment, c'est sympa aussi de commencer à faire des caves pour les enfants. Ou futur. Ouais. moi, je fais les caves de chacun jusqu'à leurs 18 ans. Voilà, et ça, tout ça, évidemment, c'est externalisé, c'est géré par UI. C'est au niveau des applications, toutes les caves sont bien individualisées. On connaît la performance, la valorisation, les mouvements de stock. Bref, on a des outils qui sont très performants pour donner de l'information simple, lisible pour nos clients, quoi. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la rétention de taxes? Enfin, tu as parlé d'un Ah, terme. la TVA? Oui. Oui, en fait, pour un particulier, t'imagines, toi, tu achètes une bouteille, tu l'achètes TTC, ça te Ouais. paraît normal. Si tu la revends à un professionnel, qui est le canal le plus liquide, hein, c'est pas le bon coin pour vendre, qui est le canal le plus liquide pour vendre les bouteilles de vin. Ouais. C'est clairement de passer par un intermédiaire comme nous qui pouvons massifier la revente derrière. Mais nous, moi, je ne peux pas collecter de TVA sur ton compte parce que justement, tu n'es pas assujetti à la TVA. Et donc, ce qui fait que je vais devoir te racheter la bouteille dans un équivalent hors taxe. Et la conséquence de ça, c'est que le montant de TVA que tu as payé au départ, tu le perds. Mm, Donc, ton investissement, tu perds 20%. mm, Donc, autant dans la génération de nos grands-parents, il n'y avait pas de problème parce que clairement, l'augmentation des prix était vraiment significative et couvrait assez vite ces 20%, ou 20% à l'époque, je sais quoi, 19,6, ouais. Donc, peu importe le montant de TVA. Mais autant aujourd'hui, où les performances se sont bien resserrées, il faut clairement industrialiser le modèle économique pour le rendre financièrement attractif. Donc, ces 20% sont clairement importants. Ça, c'est une vraie particularité du modèle Uwine, c'est de permettre ça. mm. Voilà.
Pour la consommation, évidemment, la TVA est payée, c'est normal, sur Oui. le prix d'achat. Donc, c'est intéressant. Mais au moins, on se dit, on ne sait pas quelle est l'issue de la bouteille de vin, donc on s'offre ce choix d'être en suspension de TVA parce qu'il y a cette incertitude sur l'issue, donc la livraison Mm. pour consommation ou la vente Ouais. à un consommateur. Donc en fait, si la personne décide de revendre ses bouteilles, là, il n'y aura Il va hors pas... taxe. Voilà, c'est hors Mm. taxe, donc c'est comme en B2B, quoi. Et si tu décides de les faire livrer chez toi pour les consommer, là, tu vas payer la TVA, quoi. La TVA sur le prix d'achat, plus les frais de Oui, livraison. bien sûr. Ouais. Ouais. Et tu as parlé du réassort. Alors, c'est quoi Mm. exactement un réassort? Réassort, le fait, c'est pour la livraison chez soi, on a toujours besoin, on a un stock. C'est vraiment du supply chain management qu'on fait à un niveau retail, à un niveau d'échelle d'un particulier, parce que on doit aller là-dessus, parce qu'encore une fois, l'espace disponible est plus ou moins important et surtout, il coûte de l'argent, donc il faut optimiser ça. Donc l'idée, c'est, grâce au NFC, c'est si on connaît les stocks et les flux de nos clients, on connaît leur capacité de stockage, donc derrière, on va pouvoir leur livrer des bouteilles prêtes à boire suivant notre capacité de réassort. Donc en fait, en France, c'est 3-5 jours, mais il faut savoir que pour la Chine, parce qu'on a un bureau à Shanghai, là, il faut compter quand même 2 mois, parce qu'on livre par cargo le temps de préparer les palettes, les conteneurs, et voilà. Et bien après, avec le stock, quand le stock est en Chine, là-dessus, pareil, c'est du 3 jours pour livrer nos clients chinois. Mm, mm. Et tu as parlé du NFC. Donc, vous utilisez des petites puces que vous mettez sur les bouchons C'est le goulot, hein, ouais, c'est pas le le bouchon. Toi, tu goulot, le vois ouais, ici, là. voilà, le goulot, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, je crois que vous êtes les seuls à le faire, ou les... Alors, on n'a pas inventé le NFC sur la bouteille de vin. Il y en a ceux qui taguent. Alors, il y a les châteaux qui le mettent sur la contre-étiquette, mais ils le font dans un cas d'authentification et de traçabilité. Il y a plusieurs systèmes, pareil, de anti-contrefaçon qui sont aujourd'hui, on va de plus en plus vers le NFC, mais typiquement, il y a ProofTag aussi qui est sur une autre technologie. Donc, il y a d'autres technologies qui permettent d'assurer la traçabilité de la bouteille. Nous, on n'en parle même pas, c'est natif en fait. C'est le but c'est un des éléments du NFC, mais c'est l'objet pour nous, c'est vraiment d'aller sur la fonction logistique. Ouais. Entrée, sortie, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, consommation, parce que quand on est à l'échelle d'un particulier, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc évidemment, quand on tag, il faut savoir pour les auditeurs, le NFC, hein, c'est vraiment le système de paiement sans contact que vous faites avec votre téléphone ou avec votre carte bleue. Mm, C'est une puce qui est inerte, qui est activée par un lecteur RFID que fait le téléphone. Hein, il donne un champ magnétique qui active une bobine et hop, on récupère l'information. mm, L'information, soit c'est un accès via une URL, donc typiquement c'est la fiche produit, soit on récupère le numéro et qui est un numéro unique au monde. Et ce numéro, si on le met avec une base de données qui, elle, a l'information en disant, bah, tiens, ça, c'est la bouteille de Paul qui est à tel endroit, bah, à partir de là, si toi, tu tags avant d'ouvrir la bouteille et tu fais -1 mm, et l'ouverture, bah, je vais pouvoir, dans la base de données Newwine, bah, mettre -1 dans tes câbles. Donc, ton application mobile, elle va automatiquement se mettre à jour pour dire, bah, voilà, Paul, tu viens d'avoir +1 plus un d'une dégustation, -1 dans les stocks. mm, mm, Et moi, j'ai évidemment, en tant que à Bordeaux, on a toute l'information. mm, mm. Donc, on apprend à mieux connaître nos clients grâce à ça. Ouais. Et vous avez aussi ouvert donc vous avez un espace de stockage, tu m'as dit près de Bordeaux. Ouais, alors on est à Ison, on vient juste de déménager là-bas. À l'horizon, c'est entre Bordeaux et Libourne. On a un entrepôt qui est tout neuf. Il faut savoir que l'espace de stockage de Yuan, c'est quasiment 2500, 3000 mètres carrés, rien que pour nous. On gère 900 000 bouteilles, donc c'est Ouais. pour une valeur d'achat de 40 millions, un peu moins de 40 millions maintenant, Wow. 38 millions d'euros. Donc oui, on est un acteur sérieux aujourd'hui, hein. On gère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs pour le compte de nos clients. Tu disais le chiffre d'affaires, oui, cette année, là, en 2024, parce que j'ai les chiffres là, maintenant qui sont sortis, c'est 15 millions d'euros. Donc, tu vois, on a Ouais. progressé depuis le chiffre d'affaires 2020, les données 2023 qui sont tout à fait exactes. Donc, voilà, donc on montre que dans un marché qui est très compliqué, nous, on progresse. Donc, ça montre qu'il y a de l'appétence, notamment chez les nouvelles générations. Quand je parle de nouvelles générations, c'est vraiment les jeunes actifs, hein, les 25-35 ans. Et on voit, je suis persuadé qu'ils veulent avoir du vin dans leur vie, mais il faut juste leur montrer, leur donner les outils et les codes qui correspondent à leurs moyens et ce qu'ils souhaitent aujourd'hui pour consommer, quoi. Mm. Donc pour ça, c'est clairement le digital, c'est les nouvelles techno.
Et on va à fond là-dessus. Ouais. Et tu as dit que en ce moment, le marché du vin, il est un peu, c'est un peu plus compliqué que dans les années précédentes. Voilà, tu me disais, dans une autre discussion qu'on a eue, que tu aimerais justement faire plus découvrir ou redécouvrir le vin aux jeunes générations. Et donc, tu penses que à travers les actions que vous mettez en place chez Uwine, ça va participer à cela. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites dans l'écosystème viticole pour Alors, faire revenir les jeunes ouais. vers la consommation de vin? Donc, t'as bien compris. Donc, c'est vrai que notre mission, hein, c'est rendre le vin accessible durablement via des services, tous les services possibles autour de la cave, et une expérience qui est physique et digitale. Et voilà, bah, pour moi, on répond vraiment à la problématique de celui qui veut rentrer dans l'histoire du vin. Après, on en reparlera après. On est en train de se créer notre propre marque de vin qui va s'appeler You Weini, ça veut dire The Best for You. Et je t'expliquerai ce projet-là qui nous passionne aujourd'hui et qui est le dernier pilier pour nous pour rendre le vin accessible auprès des nouvelles générations. Pour revenir sur la filière, qu'est-ce qui peut être fait? En fait, il faut aujourd'hui, la crise que l'on a, c'est une crise systémique. Donc la bonne nouvelle quand on est sur une crise de système, c'est pas une crise de rupture. Ça y est, le vin, c'est un truc de vieux, on est contrairement à plus. Il y a la rupture ou des ruptures techno qu'on a pu connaître. C'est fini, on est passé à autre chose et c'est mort. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que déjà le vin, on en consomme déjà depuis 4000 ans Ouais, et on en consomme pour 4000 ans. ouais. Donc c'est une crise systémique. Et pour moi, le système vin a loupé sa mutation, on va dire, digitale, sa mutation, son manque d'écoute en fait des besoins de ses consommateurs d'aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas en vouloir à tel ou tel acteur, parce que celui qui est capable de faire ça, c'est ce que j'appelle le distributeur du dernier mètre, celui qui touche le client final. Donc, typiquement, Uwine, hein, nous, on est à la fois distributeur du premier mètre parce qu'on a des allocations, mais distributeur du dernier mètre également. Et il y en a plein d'autres, un caviste, par exemple, il y a un autre e-commerçant, un restaurateur, tout le monde a ça, tous ceux qui permettent de toucher les clients finaux et qui ouvrent les bouteilles. Et en fait, pour moi, c'est une crise de la marge. Si tu ne donnes pas suffisamment de marge à ces distributeurs du dernier mètre, et quand je dis tu, c'est le système, encore une fois, c'est le système 20 qui ne permet pas ça. Peut-être parce qu'il y a certains grands crus aussi qui ont capté aussi cette marge dans le temps, un petit peu abusé là-dessus, mais le fait est, c'est que si tu ne donnes pas suffisamment de marge, comment tu veux que lui, il ait les moyens de se réinventer? Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où en fait, ces distributeurs du dernier mètre n'ont même plus les moyens d'adresser ses clients finaux. Hmm. Donc, en fait, le vin, aujourd'hui, pour les nouvelles générations, n'existe pas. Donc, ils ne consomment pas parce qu'on ne lui parle pas de vin. Donc, en fait, moi, l'espoir que j'ai derrière, c'est si on remet de la marge auprès des distributeurs du dernier mètre, et évidemment, on leur fait confiance, parce que c'est eux qui connaissent leurs clients, qui sont capables d'innover, de tester des nouveaux moyens de communiquer, des nouveaux moyens de distribuer, parce qu'il faut aussi les deux, moyens d'éduquer, ça va repartir. Et là, bonne nouvelle aussi pour les châteaux qui comprendront ça, c'est qu'en fait, comme les marques que l'on connaît, nous, ces grands crus, premiers crus classés, elles ne sont plus connues des nouvelles générations. Les premières marques qui vont se lancer là-dedans, ça va devenir les marques de demain. Donc, en termes de notoriété, parce que ça fait partie aussi des aspects que je pense positifs du vin, c'est qu'il y a des notions de marque qui fait qu'on est capable d'acheter un vin plus cher qu'un autre. Hmm. C'est le marketing et tout ça. Et donc, le game, en fait, il repart à zéro. Donc, je vois des opportunités absolument énormes. Hmm. Et Yumi, la marque dont on parlera, pour moi, j'ai envie de l'inscrire clairement dans ce renouveau du vin. Hmm. Donc, c'est la marge. La C'est clé, la c'est la marge. marge. C'est le Mm. distributeur du dernier mètre qui a pas assez de marge pour investir dans le marketing finalement et se faire être dans les consciences Bah, des voilà. consommateurs, quoi, des Nous, jeunes on regarde consommateurs. du wine. Moi, je vends des produits que tout le monde vend. Je vends les mêmes vins que mes confrères négociants ou distributeurs. C'est le marché qui fait les prix. Donc, évidemment, je suis membre du marché parmi d'autres. Mais le problème, c'est que le château, il a pas de contrôle du marché. Et un des éléments, et quand tu te retrouves avec une demande qui est en baisse, et le Covid a juste fait accélérer ce problème systémique, et une production qui est supérieure à l'offre, tu te retrouves dans un système où en fait,
bah, tu vends moins. En tant que professionnel, tu te retrouves avec du surstock. Et le surstock, c'est vraiment la plaie. Ouais. Stocker du vin coûte cher, financer du vin coûte cher. Et donc derrière, bah, quand tu es en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu brades, tu essaies de gagner des mois. Et donc, en fait, les prix s'effondrent, s'effondrent, s'effondrent. Et Mhm. nous, qui étions tout à fait en bonne santé, ben, on se retrouve à devoir suivre parce que le client consommateur, autant lui, il achète un produit en fonction de son pouvoir d'achat. Mhm. Si tu arrives dans un caviste, tu dis, bah voilà, et la première ou deuxième question Ouais. qu'il va te poser, c'est quoi ton budget? Et tu dis 40 euros, mais il ne va pas te proposer des bouteilles à 100 euros, des bouteilles à 10 euros. C'est ton pouvoir d'achat. Mais néanmoins, il ne faut pas le prendre pour un con non plus. S'il est capable de l'avoir ne serait-ce qu'à 38 euros ailleurs, eh ben, il ira chercher à 38 euros. Et c'est là où, en fait, il y a tout ce jeu de dupes, où il n'y a plus de contrôle sur les prix. Et Mhm. ça, c'est la grande faiblesse du marché ouvert aujourd'hui, et avec aucun contrôle derrière. Donc, New Mhm. UI, on a compris ça. Le système ne veut pas changer, donc on veut s'en émanciper et donc avoir du contrôle maintenant sur les vins qu'on distribue, sur la marge des vins qu'on distribue, d'où le fait qu'on se crée nos propres marques. Mhm. 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 Ouais. Et ça, tu penses que c'est un problème qui est uniquement franco-français ou C'est plutôt une très bonne question. C'est mondial. Le mondial? système est le même partout. La, la déconsommation. Alors, vous savez qu'il y a une tendance quand même générale de consommer moins et mieux, et ça, je suis tout à fait favorable. Mais il y a, je parle de l'homme en général, en fait, il a quand même besoin, il a besoin d'exultoire. Et en fait, donc, le vin est sorti pour aller vers d'autres types d'alcools. Donc la bière a très bien percé, mais notamment des alcools forts, et j'irai même aussi vers des drogues très dures. On voit tous les articles, saisine, cocaïne et tout ça. Ouais. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne veux pas mettre les politiques qui ont mis le vin dans la même classe des autres alcools, même si je trouve ça très, très, très dommageable. Mais même les prises de conscience suffisent. Voilà, moi, le fait d'avoir une pub où je ne dois pas montrer quelqu'un qui est en train de boire un verre et de sourire, Mhm. c'est pas très. Voilà, à nous quand même de trouver les alternatives qui vont ça. Mhm. Ce qui est important, hein, c'est que c'est le seul pendant de la gastronomie. Et pourtant, j'adore la bière aussi, hein, j'ai aucun problème, mais c'est un autre moment. Et Mhm. que si tu fais disparaître le vin, tu fais disparaître la gastronomie, et ça, c'est ça la clé, c'est que c'est une consommation d'alcool de plaisir, de bon moment. C'est une consommation qui est lente. C'est pas une consommation de beuverie. Et le lendemain matin, quand tu te lèves, eh ben, tu n'es pas du tout dans le même état qu'avec la consommation aujourd'hui des jeunes. Et Mhm. donc, il est très, très important de remettre du vin dans le cœur des jeunes pour jeunes, encore une fois, en âge de consommer, pour qu'ils comprennent que d'organiser un bon moment pour ses proches, il y a un retour, il y a une gratification qui est juste au-delà de ça. Et que le lendemain, on peut se lever en disant, ah, c'était chouette hier soir. Ouais. Alors, j'ai peu dormi, un peu mal au crâne, mais pas tant que ça finalement. Et si j'arrêtais aujourd'hui de travailler pour ma gueule d'individualiste, et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux poussent là-dessus, c'est des vrais fléaux. Si maintenant je bossais pour mes enfants ou mes petits-enfants, parce que seules nos actions du quotidien sur le long terme comptent. Et je considère que le vin plus la gastronomie sont des éléments indispensables pour le bon moment. Moi, je prône le bon moment. Et il peut y avoir de l'alcool ou du sans-alcool aussi. J'ai aucun problème avec ça. Mhm. Mhm. Ouais, clairement, déjà, enfin, c'est culturel pour nous, quoi. L'aspect bonne bouffe en famille, avec les amis. Si on n'a pas de, enfin, forcément, voilà, ça s'accompagne avec un bon vin. Mais tu vois, Euh, c'est en train de disparaître. Aujourd'hui, j'en ai parlé parce que j'ai des solutions. Moi, elles me sautent aux yeux les solutions pour la filière. Donc, je les applique juste à moi parce que la filière ne veut pas changer. J'en ai parlé à un niveau ministériel. Je leur ai dit, je prédis la fin des repas de Noël. Mais c'est dramatique parce que il n'y a plus d'efforts aujourd'hui. Et c'est vrai que les Uber Eats, Deliveroo, bah forcément, ça crée de la fainéantise. Mais il faut remettre ça. Et pour ça, on a des générations qui sont peut-être perdues, mais il y a les générations d'après qu'on peut récupérer aussi. Ça commence, mais moi, dès mes enfants, dès l'âge de 5 ans, ça commence l'éducation sur le vin. Pas par de la consommation, tremper un petit doigt dans le verre de champagne, c'est rien, mais L'odeur, par rien que l'odeur, déjà, ça, ça apprend. l'ouverture des bouteilles, le mimétisme, regarde des parents heureux avec un apéro avec des amis. Mais ça, c'est très, très important. Moi, j'ai connu ça, j'ai eu cette chance-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je défends tout ça. Hmm. Et je pense que ça redémarra, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout aidé par la classe politique, plus par de l'ignorance, parce qu'il y a d'autres priorités que d'autres choses. Hmm. Le vin est en dehors du VC Play.
Ça, c'est une certitude. Et il est même une exclusion de France 2030. Donc ça, c'est vrai que pour quelque chose qui fait de nous Français, c'est peut-être dans le top 3, 5 des piliers qui structurels français, on est malheureusement pas soutenu par ça. Mm. Et les dommages, pour être transparent, colossaux, hein. Il y a déjà 100 000 hectares qui ont été financés pour pour arracher, quoi. En fait, 100 000 hectares qui Ouais. vont être arrachés, c'est un huitième de tout ce qu'on produit en France. Et je pense même qu'on peut aller sur 200 000 hectares et tout type de vin est touché. Les vins d'appellation satellite, comme les vins des terroirs classés, ils sont tous touchés. Donc Mm. c'est le système qu'il faut changer. Quand tu parlais du problème de la distribution des derniers mètres, est-ce que toi par exemple, qui est allé en Chine, mais qui est allé dans d'autres endroits du monde, est-ce que tu penses qu'à l'étranger, il y a peut-être des choses intéressantes qu'on pourrait répliquer en France pour aider sur cette distribution des derniers mètres, sur le côté marketing? C'est une très bonne question. Alors, à part des outils, des canaux de distribution digitaux qui sont différents, typiquement, si on prend la Chine, qui est un marché que je connais bien, hein, on a monté notre filiale en janvier 2020, donc pas forcément la meilleure période hein, pour monter un business, mais bon, on a tenu. La Chine, en fait, déjà n'achète plus en e-commerce, ils achètent maintenant via. Après, il y a eu l'effet via les influenceurs sur les WeChat et il y a eu les mini-programmes et après, il y a eu les influenceurs sur WeChat. Et maintenant, c'est clairement les live streaming qui sont les vrais canaux de vente. Donc, c'est pour les auditeurs, c'est un principe un peu de téléachat, mais sur mobile. On se filme en train de promouvoir un produit et les gens peuvent, les followers regardent et ils peuvent acheter en direct. Hmm. Donc, nous, on est à fond sur ça. Je pense que c'est un canal qui est très bien parce que l'avantage que ça, et ça c'est pour ça qu'on fait ce métier, on travaille dans le vin, c'est qu'on a un produit émotionnel. Et en faisant, on peut aussi via du digital transmettre une partie d'émotion. Et ça, les live streaming sont incroyables parce que ça mixe l'émotion, Hmm. l'achat un peu impulsif. Hmm. Et voilà. Mais pour ça, ça demande des budgets très importants. Et aujourd'hui, il n'y a aucun vin, aucun vin qui me donne suffisamment de marge pour faire ça. Hmm. Je fais tout à perte. Et en plus de ça, je serais prêt à investir parce qu'évidemment, on peut faire des centaines de milliers d'euros de vente en quelques heures. Mais à quoi bon investir pour promouvoir tel vin sur la Chine pour que demain, j'ai un concurrent qui le vende moins cher que moi? Hmm. Hmm. C'est, là, toute la problématique est là. Donc, je me crée des vins. J'ai appelé ce système de distribution qui me protège, ça s'appelle Biome, hein. J'invite tous les distributeurs qui ont envie de travailler dans un système qui est fair, qui maîtrise les prix de vente et qui donne suffisamment de marge à chacun d'entre nous dont on a besoin pour faire ce type d'opération, toutes les opérations qu'on veut en fait, bah, à me joindre dans ce mouvement Biome. Et moi, j'inscris du wine là-dedans parce que moi, j'ai envie de faire ces opérations-là, mais j'ai besoin qu'elles soient rentables. Hmm. Et j'ai besoin de sécuriser derrière sur le fait que bah, de pouvoir fidéliser mon client parce que Hmm. bah, mes prix de vente sont maîtrisés par les domaines que je promeux, quoi. Hmm. Voilà. Biome, c'est ça, Biome, c'est la contraction de Ah, c'est BIOME. BIOM. Alors, Ok. ouais, moi, c'est un projet que j'ai depuis 2022. C'est comme quoi j'ai vu assez tôt les problèmes de la filière. Biome, c'est un mot que j'adore, je vais te donner la définition. Ça caractérise un écosystème qui est autosuffisant. Quoi qu'il lui arrive, il trouvera toujours une solution pour pérenniser. Hmm. Voilà la définition de biome. Et moi, voilà, ce biome, pour moi, répond à toutes les lacunes du système 20 actuel. Et pour Biome, en fait, c'est quoi? C'est les domaines viticoles qui vont qui vont s'inscrire dans cette appellation? Comment ça marche Alors, c'est pas concrètement une ça? appellation, c'est juste un nouveau canal de distribution. Alors, Biome ne vend pas de vin, Biome est là juste pour certifier un système. Hmm. Typiquement, il va faire plusieurs choses. Il va accompagner des domaines à taguer leurs bouteilles, parce que Ok. c'est vraiment par Ouais. la data qu'on va pouvoir Ouais. contrôler les flux. Ouais. L'idée, c'est grâce à la connectivité des bouteilles, donc au NFC, hein, je ne réinvente rien de ce qu'on utilise déjà et on a industrialisé depuis 3 ans. Grâce au NFC, on va pouvoir taguer connaître les stocks et les flux donc des professionnels. Ouais. Donc ça résout des sacrés problèmes au niveau de la supply chain. Et l'autre élément, ben, c'est que c'est accompagner les distributeurs et les domaines à construire des marques, des nouveaux vins sur lesquels nativement il y a suffisamment de marge pour les distributeurs du dernier mètre pour qu'ils puissent faire innover au niveau marketing C'est ça. et
c'est un cercle, tu veux mettre en place un cercle vertueux en fait avec Et Biome. Et- voilà, ben moi, pour moi, la raison d'être de Biome, c'est permettre aux distributeurs et aux domaines de faire du business durablement. Hmm, Parce que c'est pas si le client final il voit que bah, quand il a acheté auprès de son distributeur, bah, que les prix sur Internet sont les mêmes, ou même en physique, hein, parce que pour moi, prix resto, prix caviste, prix e-caviste, e-commerçant, ça doit être les mêmes. Évidemment, en fonction de chacun des pays, il y a des variantes hmm. locales. Mais sinon, ça doit être les mêmes. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison que le consommateur soit pas fidèle de son distributeur. Le distributeur, il a son client qui est fidèle, ben, il n'a pas de raison qu'il soit pas fidèle de son distributeur du premier mètre, qui lui ne soit pas fidèle auprès du domaine. Mm, Et mm, donc, quand on remet de la valeur dans la distribution pour que chacun puisse bah, se concentrer sur ce qui nous anime tous dans le vin, c'est-à-dire parler du produit, parler d'expérience, parler d'émotion, parler de savoir-faire. et pouvoir C'est continuer à le ça. faire dans les 10, 20, 30, 50, 100 prochaines Et années. voilà. Je t'avais déjà dit lors d'une autre discussion que j'avais eu avec toi, j'ai vécu un peu en Asie, en Chine, j'ai vécu en Chine, et là-bas, bon, quand on avait envie de s'acheter du vin, bon, on trouvait du très bon vin, bizarrement, de très bon vin français, mais les prix étaient, enfin, étaient complètement hallucinants par rapport au prix. Au prix en France, quoi. C'était complètement fou, quoi. Je trouve que des bouteilles qui valent peut-être 15 euros en France, elles valaient peut-être 50 euros en Chine. Et ça, je pense que c'est des petits vendeurs voilà, qui faisaient grossir le Ouais. prix. Bah Euh, alors en fait, là, quand tu y étais, rappelle-moi, c'était en quelle année? alors, Tu veux... j'étais à partir de 2018 Ouais, jusqu'à 2021. d'accord. Ouais. On était, oui, le marché commençait à se structurer avec des gros acteurs. Et on n'avait pas encore, c'est là où, en fait, parce que c'est comme ça, c'est construit, c'est-à-dire le marché du vin, c'est qu'en fait, on avait toujours une demande qui était très forte. À partir du moment où la demande est supérieure à l'offre, tes prix sont assez vite bon marché parce qu'ils montent derrière, parce il y a cette consommation, il y a cet effet de demande. Le problème, c'est justement quand l'effet inverse arrive, où tu te retrouves avec une demande inférieure à ton offre, Mm, et en plus, il faut savoir que le vin, chaque année, bah, les domaines, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de mettre en bouteille. C'est leur goodwill, c'est leur asset. Donc, ils sont obligés de mettre en bouteille. ouais. Et donc, de ramener sur les marchés des nouveaux volumes, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas tellement contrôler ça, à part faire de la rétention de stock. C'est juste, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont Mm, moins mis sur le marché, mais ils ont gardé pour eux. Mais là, ça peine leur structure bilancielle, quoi. mm, Et en fait, c'est quand à l'effet inverse, et là je peux te dire qu'on est clairement à l'inverse aujourd'hui, les prix en Chine sont les mêmes que chez nous, quoi. Alors après, tu as d'autres moyens de vendre aussi, il y a du cross-border, c'est ce qu'on ouais. utilise aussi, Mm, qui mm, va avoir une taxe qui est intéressante. La taxe traditionnelle, c'est du 43%, le cross-border on descend à 18%. ouais. Et on a d'éligibilité, mais nous, bon, bref, on est là-dedans. Ouais. Ouais, tu peux Et expliquer après, tu as tout. ouais, Ouais. aux auditeurs la spécificité du cross-border quand tu veux vendre en Chine. Donc, tu l'as dit un petit peu, hein, tu payes moins de taxes. Ouais. Mais Alors, il faut que ce soit des produits qui soient vendus en e-commerce en Chine. Donc, c'est WeChat globalement ou des live streaming. Mais des produits qui appartiennent à une société étrangère, donc mm, par exemple français, qui sont sur le territoire chinois mm, et qui sont vendus via ces outils digitaux. mm. Voilà. Donc les stocks, ou les produits, parce que ça concerne tous les produits, doivent être stockés dans des zones Les zones sous franches, ouais. douane, Ces zones sous border. douane, Ouais. ouais, les zones franches. Ok. Et donc, pour revenir par rapport à BioM, aujourd'hui, tu as combien de vins qui sont. Bah là, on commence tout juste. En fait, c'est un projet que je garde pour le moment en natif dans YouWine, mais on pourra faire un spin-off un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est Avec YouWine qui plaisir. finance, on va dire. Donc, on a 5 vins biomes. On va avoir 2 vins de domaine, d'un vin de. Ça va s'appeler Domaine Voilemont. On va sortir ça en France fin juin, début juillet. Mm, Domaine Voilemont, donc le domaine, c'est domaine Marmorière. Euh, et les 3 autres vins, bah, c'est les vins de notre marque Uwine qui va s'appeler Uwaini. Donc ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve avec 20 avec une étiquette, on va dire,
plus traditionnel, qui est très joli, mais qui va être voilà, un classique d'un vin de domaine. Et l'autre, c'est vraiment une nouvelle marque Hmm. en propre, Youani. Voilà. La priorité, c'est d'abord le marché chinois. Là, on est en train de préparer. Dans un mois, il y a le conteneur qui part pour envoyer les vins. Donc, on commence par la Chine et après, on fera la commercialisation en France. Ok. Et Youani, c'est complètement atypique. L'objectif, c'est d'être une boîte qui essaye de tirer les gens vers le haut. C'est le principe, il y a un message très fort autour de l'apostrophe, qui est l'apostrophe de Yuan, qui représente un petit peu toutes les difficultés qu'on a vécues donc nos échecs, mais sur lesquels on a rebondi et qu'on fait aujourd'hui notre succès, et qui sont des piliers importants. Et en fait, le message, c'est de dire l'apostrophe, c'est un pont entre deux lettres. Bah, c'est cette bouteille, Hmm. Yueni, c'est un pont pour aller vers le bon moment et dire, mais attends, mais t'as pas d'excuses là. Être heureux, c'est juste se battre pour les gens qu'on aime et pour les choses importantes. Donc tout ce dont on parle, en fait, est symbolisé par ce message qu'on donne. Donc ça, on donne la définition de l'apostrophe sur l'étiquette. Et après, il y aura d'autres trucs de ouf. Hmm. Je fais un peu de teasing. Cette apostrophe, on la déchire. C'est une étiquette qui déchire pour un cri de colère. Ouais, c'est ça. Là, je la déchire. Maintenant, j'ai pas d'excuses. Je vais me battre. Hmm. Je vais me battre pour être heureux, parce que être heureux, c'est ça. Hmm. C'est c'est avoir des convictions, c'est être inspiré par des choses qui nous tirent vers le haut. Moi, j'aurais arrêté dans le vin si j'étais pas inspiré par ce dont on parle, là, le fait de contribuer à bâtir un monde du vin meilleur. Pourquoi? Parce que il faut que les gens aient du vin dans leur vie pour mieux se projeter sur l'avenir. C'est ça. Ben voilà, ben moi je tire l'apostrophe en disant mais voilà, maintenant c'est un rappel, vas-y, bats-toi, quoi. Et Hmm. en fait, c'est ça qu'on veut développer avec UNI, avec cette apostrophe et avec la communauté qu'on va créer autour de ça, qui va chercher vraiment à dire, mais non, mais en fait, c'est juste un prétexte pour être inspiré, quoi. Donc, on interviewera des gens qui nous inspirent. Typiquement, moi, quelqu'un, bah, que je veux lui offrir la bouteille, je me démerderai, je sais pas comment, c'est Inoxtag avec Kaizen. Ben voilà, mais moi, ça, Hmm. c'est des mecs qui m'inspirent parce qu'ils sont vrais, ils sont authentiques, et ils représentent un peu qui on est. Et maintenant, on doit se bouger et chacun pour trouver notre Everest et être inspiré, quoi. Ben, c'est un peu ce que je veux qu'on fasse avec UNI. Voilà, donc pareil, marché français, plutôt juin-juillet. Hmm. Hmm. Ouais. Et tes bouteilles UINI, ça va être, du coup, dans, elles vont être certifiées BioM, j'imagine. Juste pour finir sur BioM, est-ce que ça, des appellations qui sont européennes, autres que françaises, pourront Alors, aussi. c'est pas une appellation, c'est juste, Pardon, ouais. biome, c'est juste pour moi un cadre Un qui permet cadre. de sécuriser le Oui. distributeur. Les vins en question, donc typiquement bah, les domaines voilements, ça, ce sont des vins du Pays d'Oc. Ouais. Les vins biome, on va avoir un rouge, un blanc, donc un rouge, un Bordeaux supérieur, un blanc de Bordeaux, donc les classiques, donc Merlot, Cabernet Sauvignon. Le blanc, ça va être Sauvignon blanc et Sémillon. Et on a aussi un rosé en Côte de Provence aussi. Donc là, on est tu vois, un peu plus haut de gamme parce que tu es sur le top du rosé. Hmm. Voilà. Et on fera l'idée, on commence avec plutôt nos entrées de gamme, sauf le rosé qui est vraiment en Côte de Provence. Et après, ben, l'idée, c'est d'élargir la gamme aussi avec des vins d'appellation, donc classés. Hmm. Ça, c'est bon, et on ira surtout dans les autres régions aussi, hein. Moi, Hmm. aujourd'hui, on a des canaux, on a des accès partout. Donc l'idée, c'est si on voit que ça se lance bien, ben, c'est d'avoir assez vite une dizaine, puis 25 gammes différents avec des vins de France et d'ailleurs. Ouais. Voilà, nous, la qualité, ça c'est la clé, hein. On prend que des vins qu'on aime, on source que des vignes de terroir. Et il y aura tout type de prix pour tous les portefeuilles. Avec ce message clé, n'oublie pas que voilà, cette bouteille, elle est là pour que tu passes un bon moment et que tu te projettes mieux dans l'avenir, quoi. Voilà, c'est ça la clé. Ce serait génial que ça inspire d'autres personnes en France pour te rejoindre et que ça fasse peut-être bouger les choses à un niveau supérieur, quoi. Mm. Ben là, la clé pour moi, c'est la distribution, en fait. Si je vois que ça marche, j'aurai à la fois la nécessité d'élargir la gamme UNI, mais je voudrais aussi élargir la gamme de domaines. Donc, tous les domaines qui ont envie d'être intégrés dans cette mouvance biome, de dire maintenant, OK, je comprends bien que l'acteur le plus important dans ma chaîne de distribution, c'est le distributeur du dernier mètre. Je suis prêt à investir pour le protéger. Hmm. Donc, c'est investir en lui donnant de la marge et en la verrouillant, et investir aussi dans la connectivité des bouteilles, parce que la clé pour pouvoir sécuriser la distribution, elle va se faire par le NFC. Hmm. Hmm. Voilà. Et le NFC, et donc le NFC, bien sûr, ça c'est fonctionnel aussi en Chine, hein. Bien sûr, tout ça, ça fonctionne
euh, cette Ah technologie que ouais. vous avez mis en place, elle fonctionne partout. Ah. Et, quand tu parlais des live streaming tout à l'heure, est-ce que c'est typiquement les bouteilles UINI, tu vas les lancer en live streaming aussi? Tu comptes le... Et voilà, là au moins, j'ai de quoi lancer un. Alors, c'est les bouteilles bio, moi, je vais faire aussi pour les vins Valmont. Là, maintenant, je sais que notre filiale en Chine a les moyens de faire ces live streaming-là avec les top influenceurs qui vont bien, en leur donnant la marge qui méritent, et nous derrière avoir aussi la marge que l'on mérite pour pouvoir montrer, éduquer les nouvelles générations et dire bah, maintenant, les gars, il vous faut du vin dans votre quotidien parce que vous serez beaucoup plus heureux, quoi. Mm, Voilà. Ça, c'est prévu. Alors, on va faire des petits live streaming dès que les vins arrivent, mais avec peu de budget à côté. Mais par contre, le big live streaming mm, mm. qui doit faire des centaines de milliers d'euros de vente en quelques heures, et même je veux titiller le million. Je sais qu'on a le potentiel pour faire ça avec donc les contacts que l'on a. Je prévois ça pour la fin d'année. Waouh, c'est trop bien. Et c'est vrai que Ça, c'est la preuve ultime de Biome, hein. Si ça marche, c'est bon, Biome est lancé. c'est super. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas trop en France quand même. On n'a pas trop ces live streaming comme ça. Alors on avait ça à une époque à la télé avec le téléachat, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est une version plus quand même Et c'est là où où on toi peut qui connais interagir. aussi. Ouais, c'est très important en fait. Autant il faut avoir des convictions sur le produit, la qualité du produit. Mais autant sur les façons d'adresser ces clients finaux, il Il faut faut clairement s'adapter. utiliser les canaux qui marchent dans chacun des pays. Ce qui marche en Chine, c'est pas du tout la même chose qui se passe en Pas du France et tout, même ouais. dans tous les pays différents. Donc c'est vachement important pour moi de s'adapter au pays. Et je le dis bien, autant sur le produit, peut-être pas en tout cas sur le vin, Hmm. on est la caution de la qualité du produit. Les Chinois nous font confiance sur le fait qu'on est sourcé des vins de qualité. Et nos partenaires aussi qui sont là-bas, ils nous font confiance parce qu'ils sont loin du produit. Nous, on a la chance, c'est qu'on a cette connexion-là. Et oui, et puis en plus, si tu mets en place une traçabilité comme ça, ça augmente cette confiance en vos produits. Comment, est-ce que tu avais pensé, je crois que je t'avais déjà posé la question, mais je voudrais la reposer pour les auditeurs. Est-ce que tu as pensé à mettre en place, à utiliser la blockchain pour gérer la Très bonne traçabilité question. du vin? Ouais, alors oui, j'ai évidemment réfléchi ça, je suis exactement ce qui se passe là-dedans. Déjà, euh, pour moi, ceux qui veulent dans la blockchain, ils n'ont pas le choix, il faut du hardware sur la bouteille, sinon ça sert à rien, il faut être capable de l'individualiser auprès de chacun des clients. Donc, sinon, bon, je vois pas au quoi, à part être opportuniste et aller chercher de la crypto pour payer des vins et vendre un NFT, mais c'est un peu bidon, c'est derrière, c'est pas individualisé au niveau physique, quoi. Hmm. Euh, donc moi j'ai commencé par le physique et pourquoi je suis pas allé donc je pense en Yuan est l'acteur hein, le plus crédible pour être dedans et pourtant on n'est jamais allé. C'est qu'en fait bon, on n'en a pas besoin. Les coûts de mining, les coûts de transaction sont très élevés. Hmm. Je trouve que les modèles blockchain qui disent moi je vais avoir un fee sur la transaction qui est faite derrière, bah moi c'est pas du tout celui qui m'inspire. Et en plus de ça, le problème, c'est que tu fais ton smart contract, tu peux pas le changer. Hmm. Et moi, j'ai besoin de faire évoluer les choses. Mon modèle a évolué. Là, avec la crise du vin, je peux te dire qu'on l'a grandement fait évoluer. Et merci à nos clients d'avoir été notre soutien derrière. Donc, j'ai besoin d'être évolutif. Et je préfère que Uwine soit, ou demain, c'est Biome en fait qui aura la data, hein, ça sera plus Uwine. Donc, que Biome soit le garant de confiance pour avoir ma data, la sécuriser et être sûr que les tests de pirates qu'on va faire mettre en place, Ouais. on est bien clean, qu'il n'y a pas eu de fuite, que personne en termes d'humain n'a accès à la data consolidée pour être capable de voir exactement ce que j'ai dans ma cave. Je préfère faire confiance à un acteur sur lequel je peux taper sur les doigts Ouais. si merde, plutôt que d'avoir mon information sur tous les ordinateurs de la planète Ouais. et avoir un risque, parce que quand on met un jour un NFT, sur un instant de raison, il faut que l'information revienne, et là, il y a un risque de faille, de piratage derrière ça. Hmm. Donc, en fait, voilà. Donc, je veux avoir de la flexibilité, mais ça n'empêche pas qu'on puisse anonymiser complètement l'information des caves. On parle des caves de nos clients, hein, Ouais. c'est quand même sérieux, tout en amenant un niveau de sécurisation qui est très important. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, no way sur la blockchain. Mm, mm, mm.
C'est vrai que quand tu regardes l'énergie qui est dépensée pour faire ce qu'on appelle la proof of work, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Alors, il y a quand même des modèles alternatifs, notamment la proof of stake, je crois, où il y aurait moins de consommation énergétique, mais je crois que ça aurait comme downside qu'effectivement, que parfois, ça louperait en fait la synchronisation dans la blockchain. Donc, Euh, c'est pas quelque chose peut-être de parfait pour le moment, c'est sûr. Et vous avez déjà commencé à travailler sur cet aspect centralisation des données et de traçabilité. Vous avez mis ah en bah place oui, une ça oui. API. Alors là maintenant, aujourd'hui c'est Yuan qui collecte la data. Donc on a nos propres serveurs et tout. Là, c'est d'arriver d'ici fin d'année avec Biome. Moi d'abord, je veux prouver la preuve business de Biome. Après, j'ai encore de la R&D à faire pour industrialiser le tagage et la lecture au niveau des distributeurs premier mètre et des Ouais, domaines. ouais. C'est que le bout de chaîne pour le moment au niveau distributeur dernier mètre là-dessus. Donc ça, j'ai un peu de R&D à faire, mais dès que je vois que j'ai la preuve business qui est faite, Hmm, je veux absolument, je crée Biome et je fais en sorte que maintenant, toute la data et l'API de tagage ouais, soient détenues par Biome. ouais. Et on va mettre en place progressivement les leviers de dissociation de la base de données. Le Hmm, principe, c'est que la cave d'un client, on ne puisse pas l'assigner à l'adresse du client et que celui qui anime la cave du client, ben, il ne communique pas avec celui qui anime les adresses. Comme ça, il y a des ponts qui sont là et donc on ne fait jamais de consolidé global. hmm. Voilà, donc j'ai un plan d'action derrière pour mettre en. Ah, ça coupe un petit peu. Voilà. Ah, ok. Oui, ça avait juste coupé quelques secondes. Ok. Du Tu veux coup, qu'on ouais. reprenne Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça. hmm. Donc, tout à l'heure, tu avais parlé des difficultés que vous avez traversées chez Yuan. Notamment, il y a eu en 2020, quand vous êtes, j'imagine, quand vous êtes venu en Chine avec la crise du Covid, ça a dû être compliqué. Mais est-ce que, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que vous avez eu aussi, vous avez dû Ah traverser bah bien plus important. En fait, le Covid, nous, c'était les années fastes. On était en pleine hypercroissance 2020-2021. C'est vraiment 2022 où on a commencé. Alors, l'activité était encore en croissance, mais les montants d'achat de nos clients commençaient vraiment à baisser. Et donc, il nous fallait, donc voilà, donc on grandissait, mais voilà, les paniers moyens étaient moins élevés. Donc, on voyait, bah, ça s'explique tout simplement, c'est qu'en fait, nos pouvoirs d'achat commençaient à baisser. Hmm, Et là, en fait, autant je voyais les faiblesses du système et ce qui m'a permis d'y réfléchir assez tôt. Moi, ça fait depuis 2022 que je suis sur le projet Biome, hein, ça fait un petit moment. Et après 2023, j'ai voulu prêcher les solutions auprès des courtiers, des négociants et des politiques. hmm, Et il n'y a rien qui changeait, donc je me suis dit, il va falloir que je l'applique pour moi-même. Je voulais faire une levée de fonds pour protéger Uwine du système, parce qu'en fait, Yuan, comme il y a ce modèle d'investissement, bah, c'était normal que lors de la revente des vins de nos investisseurs, ce qui permet indirectement de financer notre catalogue et notre portage de stock, hein. On voit l'intérêt, tous les vins qu'on vend sur notre boutique, c'est les vins de nos clients. hmm. Donc, j'ai pas de stock à financer, hein. C'est vraiment une démarche de private equity qui sont faites par nos clients. Bah, en fait, mon modèle était fait sur une performance nette de nos clients. Donc, les prix qui baissent, qui baissent, qui baissent, on voit nos marges qui baissent sur une activité qui est en pleine croissance. Hmm, C'est 900% de croissance aujourd'hui, la revente des vins. C'est énorme pour nous, les croissances, mais pour le moment, on vit essentiellement là-dessus. hmm. Et, euh, et donc derrière, en fait, le problème, c'est que je me trouve avec une activité en croissance et pas de marge, quoi. Et là, et donc, on quoi. Et Ouais. donc, en fait, j'ai prévu une levée de fonds qui a capoté à 15 jours du closing, au mois de juin dernier, un mois et demi de cash. Et là, tu te dis, Hmm, waouh, wow. waouh. Et là, tu dis aux équipes, bah, c'est mort. Et là, j'appelle mon avocat avec qui j'avais un peu anticipé, qui me dit, t'as un mois et demi de cash, tu vas me faire un plan de continuité, s'il te plaît. Je te mets pas Uwine en redressement judiciaire. Ah bon, t'es sûr qu'il y a d'espoir? Ouais, 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 ouais. Il savait absolument pas de quoi c'était. Et Hmm, moi, évidemment, il m'a relancé d'espoir. J'ai quelques colibris en interne qui m'ont dit, moi, je suis là avec toi si tu veux. Et on a eu le plan de continuité. Et en fait, l'espoir, c'était en fait de changer le modèle économique sur la revente et que ça soit nos clients en fait qui nous sauvent. hmm. On leur a laissé le choix. Soit vous partez, on vous livre les bouteilles, soit vous restez. Vous perdrez de l'argent parce que tu disais la performance. Alors, toujours supérieur au marché, hein, Ouais. mais
Mais là, aujourd'hui, elle est négative. On faisait du 5% net annuel pour nos clients investisseurs à la fin juin. Là, maintenant, chaque bouteille qu'on vend depuis, au mieux, en net, c'est zéro, quoi. Sinon, ça peut être jusqu'à moins 50%. Et en fait, les clients ont dit, mais non, mais non, mais nous, on veut que tu restes, quoi. Donc, ils nous sauvent. Nos clients nous ont sauvés. Trop bien. Donc, on a maintenant qu'un fixe. Et voilà, c'est pour ça que voilà, par rapport à eux, l'idée, c'est de pouvoir diminuer les reventes de vin. Mais il faut aussi qu'on écoule aussi leur stock parce qu'ils ont besoin aussi de récupérer un peu de cash. Mais surtout qu'on leur montre qu'on se bat pour contrecarrer les problèmes de la filière. Et donc, on pivote. Et le pivot, c'est Biome. Donc, c'est aussi un repos très important. Ayez des clients à votre image. Nous, nos clients sont magnifiques et je les remercie encore. C'est eux qui nous ont sauvés. Là, ça y est, la restructuration est derrière nous. La boîte gagne de l'argent. On a fait gros EBITDA l'année dernière, hein, presque 1 million d'euros. Et ça, c'est parce qu'ils nous ont sauvés. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à dire quand on a des problèmes d'appeler à l'aide, parce que c'est comme ça qu'on a de l'aide, quoi, tout simplement. Et même les clients, ils sont là. 96% de nos clients sont restés C'est chez nous. la- Enfin, Ah, imagine le truc. ouais, Ouais. c'est super quoi. Et tu les as contactés en fait, tu as fait par mail et puis Visio, mail, visio, et mail. beaucoup de maladresse, je le reprends Ah, aussi, même en interne auprès de mes équipes. C'est très, très difficile à ouais, vivre, hein. C'est un j'imagine. Ouais, c'est apprentissage dur. énorme en tant qu'entrepreneur. Tu dois vraiment te dire, UNI est né de ça. C'est de dire, mais non, mais il faut se battre, garde une vision long terme, parce qu'aujourd'hui, c'est Ouais. tellement difficile. Et on ne s'en serait jamais sorti sans ça avec ceux qui sont restés. Tu fais un plan de licenciement économique. Donc, c'est très dur pour tout le monde. Mais ceux qui ont réussi à garder un peu la North Star en ligne, voilà. Et après, auprès des clients, en fait, c'est de la transparence. C'est être bien entouré, hein, conciliateur et avocats qui vont bien. Mon actionnariat aussi du wine qui a été extrêmement bienveillant envers moi et vers nous, les équipes. Et en fait, assez vite, on a réussi à bien rebondir et il fallait vite mettre la société en EBITDA positive au mois le mois. Et ça marchait, 1 mois, 2 mois, et tu remets de la trésorerie et tu vois bien. Et après, tu restructures, tu te fais un peu de dette et tu la restructures avec la CCSF. Tu as un accord parce que tu vois que tu as un plan qui est sérieux, que tu as fait tes preuves sur les quelques mois. Et ça y est, c'est reparti. Et maintenant, c'est clairement derrière nous. La boîte fait de la croissance. Alors, mais le marché est encore pire aujourd'hui qu'hier. Et voilà. En plus, tu changes ton modèle, tu le rends beaucoup plus robuste, tu Ouais. sécurises beaucoup mieux d'actifs, Antifragile. beaucoup plus fort que quelques mois. Et Ouais. on a montré, là pareil pour demain, pour lever, et on a montré une capacité de résilience qui est dingue. Donc pour des investisseurs, on est juste dingue. Pour des clients, c'est un gage de réassurance qui est énorme. On se sent invincible. Ça n'empêche pas d'être réaliste, tu vois, d'avoir les pieds sur terre. Mais on a montré qu'on était invincible. Et ça, on est fier de ça, quoi. Vraiment. Et moi, je suis fier des équipes parce que c'est une douleur énorme. Ouais, tu Voilà. m'étonnes. Ça doit être. Ouais, Ouais. ouais, j'ose pas imaginer. Ça doit être vraiment très stressant à gérer ce genre d'épisode. Et ça t'a permis en plus. Enfin, c'est super parce que du coup maintenant Uwine est plus résilient et tu es en train de mettre un pivot qui en plus sur le long terme, ça va vraiment aider dans l'écosystème. Mm. Potentiellement, quand les gens ils vont voir que ça marche, peut-être ça va faire des émules et peut-être ça va aider au niveau local, au niveau français. Ce serait Mm. un cercle vertueux. Ah mais complètement, là on repart, mais on délivre, mais super vite. J'ai pris en plus parce que j'ai dû, parce que moi je fais pas de rétention au niveau des ceux qui veulent partir, ils partent. Moi j'ai besoin que les gens ils aient la grinta, tu vois, vraiment la passion et pas que pour le produit, hein, aussi pour le projet. Sinon t'as pas le maximum, tu peux pas arriver au travail avec des pieds de plomb et tout. Hmm. Et en fait, j'ai une batterie de freelance, de Presta et tout, mais ils sont bons, ils ont la niaque, ils ont envie, il y a une nouvelle énergie là qui est là. Hmm. C'est juste génial. Et tu vois, je prends le Covid, nous, la filiale, la filiale en Chine, là, c'est janvier 2020. Tu ne crées pas une filiale comme ça, c'est 1 an et demi de boulot. Wanting, ma collègue que j'ai embauchée avant à Bordeaux, et ça, je le recommande à tout le monde, embaucher. Déjà, si vous voulez aller dans un pays, même un pays anglophone, que vous maîtrisez la langue, embauchez un natif du Ouais. pays, vous le mettez chez vous pour qu'il s'acculture de votre entreprise pendant 1 ou 2 ans et ensuite, après, vous l'envoyez là-bas pour vraiment monter la filiale parce que c'est le délai qu'il faut pour monter une filiale. Et quand tu montes une filiale en Chine, c'est pas compliqué, en frais fixe, c'est 250 000 balles.
Bah, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, et tu n'as quasiment pas de chiffre d'affaires. Et tu sais avec des partenaires qui, eux, mettent la clé sous la porte parce alors, ils n'ont peut-être pas les moyens et tout, mais tu fais vite le calcul, 250 000 fois 4, tu vois le fric que j'ai mis avant ne serait-ce que de lancer le moindre business. Bah là, aujourd'hui, la Chine, ça cartonne. On cartonne. Et parce qu'on a trouvé le bon partenaire et que j'ai dit, d'ailleurs, ça faisait partie des éléments de notre plan de continuité, on a dit à nos actionnaires et à nos clients en disant, bah, il faut que le Milestone Chine, là, on y croit, on a un super partenaire, que ça puisse démarrer. Bah, on vend entre 2 et 3 fois plus de vin en Chine qu'en France en retail aujourd'hui. Mais Et on là-bas, a voilà. il y a un besoin de traçabilité là-bas qui est peut-être encore plus important que dans d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de faux vins. En fait, je sais pas si tu en as entendu parler. Alors oui, mais c'est fini ça. Moi, ceux qui veulent mettre de la traçabilité juste pour la contrefaçon, je les invite à dire c'est bullshit. Tout simplement, c'est que les gens, même là-bas, ils ne taguent pas. Donc, si tu n'as pas de tagage sur la bouteille, à quoi ça sert? Donc, il faut vraiment utiliser le tag pour autre chose. C'est natif dedans. La contrefaçon, c'est fini. Discipline est très, 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 très vigilant là-dessus. Il a fait un grand ménage. Là aussi, j'ai des anecdotes. Pareil, alors un gros conseil, avant votre marque, avant de faire un dépôt de marque international, Mm. faites-le en local, juste sur la Chine. Ouais. Parce que si vous le faites à l'international, moi, ça, c'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai fait pour Yuani et Uwine. Mm. Si vous le faites à l'international, il y a des boîtes de propriété intellectuelle. Ils regardent ça, ils disent, ah voilà, une boîte dans le pinard, il y a forte chance en plus, avec Yuani en plus, qu'il ait envie d'arriver en Chine. Ouais. Ils vont déposer avant vous là-bas, ils auront l'antériorité. Ils attendent 1 ou 2 mois, après ils appellent WeChat, ils disent, ah bah voilà, y a cette boîte-là qui a débarqué, ils ont piqué mon truc. Et là, vous êtes blacklisté, c'est très très dur de récupérer le truc. Vous devez racheter ça. Bah, ça coûte 15 000 dollars de racheter tout ça. Mm. Derrière, plus les avocats qui doivent être en soupape parce que, voilà, bon, bref, déposer en local, tout là-bas, parce il peut y avoir ce type de truc. Mais la contrefaçon sur le vin, moi, j'y Ça crois s'est pas. réduit. Ok. Ok. Ah non, c'est fini ça. C'est Ok. fini. Il peut y en avoir encore, mais en tout cas, c'est plus un sujet parce que les gens. Bon, bref, en tout cas, non, la Chine a fait un gros cleaning sur ça. Mm, Mm. mm, mm. Écoute, Ouais. merci Thomas. On arrive sur la fin de ce podcast. On va terminer par une question un peu traditionnelle dans ce podcast au sujet de 2 conseils peut-être. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui voudrait se lancer, voilà, alors dans le commerce, peut-être pas, on va peut-être pas dire dans le commerce de vin, mais qui voudrait, ouais, peut-être aller vendre des produits dans un autre pays, voilà, comme par exemple sur la Chine. T'as déjà donné un peu quelques conseils, mais est-ce que tu aurais Ouais. d'autres conseils que tu pourrais Il faut les fondamentaux dans son pays local. Voilà, moi j'ai pu tenir la Chine parce que j'avais des gros piliers en France avec de la récurrence de business. Et c'est pas tout d'avoir les fonds propres, hein. Surtout aujourd'hui, maintenant, les investisseurs, ils veulent des boîtes qui soient assez vite rentables et tout. Après là-bas, bon, vous prenez votre BP et vous lui mettez 4 ans, 4 ans dans la vue, parce que vous avez des aléas, aléas Covid. Est-ce qu'il y en aura un autre de ce type-là? J'en sais rien. En tout cas, il y a clairement les aléas géopolitiques. A priori, sur la Chine, bon, on aura peut-être l'Europe, peut-être plus tendance de se rapprocher de la Chine, mais on voit que les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Mais celui qui avait le rêve américain et qui voulait y aller là, le vin, on va se prendre 200% de taxes, hein, Ouais, a priori. j'ai entendu Donc parler. voilà. Ouais. Et donc, gardez votre North Stars. Ayez une équipe en local. Même si c'est juste business, des représentants business, il faut, avec des gens qui sont locaux, qui connaissent bien. Et tenez, gars, si vous croyez que vous avez un bon business, qui a du potentiel dans votre marché en local, tenez. Et dernier point aussi, je le recommande très, très fortement, assez vite, pareil, quand l'ancrage local est là, d'aller notamment sur ce grand esport et notamment dans le vin, parce qu'il y a un pouvoir d'achat en Chine, aux États-Unis, qui est bien, bien supérieur au nôtre. Il y a une capacité à créer de la richesse qui est bien plus rapide et bien supérieure au nôtre. Encore une fois, Chine, États-Unis derrière. Donc, ce qui peut vous paraître cher pour vous ici, il n'est pas pour eux. Donc, vous allez mieux valoriser vos produits, quoi. Ouais, je confirme. Je confirme. Merci beaucoup Thomas. Merci pour ce podcast. De rien, Paul, c'était un plaisir.